Voilà, donc c'était un petit rappel que ce soir à 20h, le TFC joue un match hyper important contre le Paris FC. Donc j'espère que vous serez tous devant votre télé, si tant est que vous arrivez à voir où est-ce qu'il va être diffusé, pour supporter les Violets, pour supporter le TFC. Voilà. Petite introduction rapide, vous avez vu en l'espace de 5 minutes, j'ai pu me changer. Donc on va continuer après cette petite pause, la fiche numéro 2. On en était resté à la fin du document 1. Il faut que l'on travaille maintenant sur le document 2. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter son titre. La massification, c'est-elle accompagnée de démocratisation. Donc, on connaît ces deux concepts, hein. On connaît le concept de massification et de démocratisation. Il faut maintenant voir si le premier, la massification, s'est accompagné de démocratisation. Okay. Et pour ça, on va retrouver ce petit document statistique sur lequel on a déjà travaillé, mais puis on va l'utiliser de manière un petit peu différente. Alors, moi, ce que je vous propose, donc cette fois-ci, normalement, vous voyez bien la vidéo, vous voyez bien à la vidéo mon tableau. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sélectionner les données avec un code couleur. Donc, moi, j'ai sélectionné 3 couleurs. Pour la massification scolaire, j'ai sélectionné la couleur rouge. C'est pas demandé par l'énoncé, mais c'est moi qui le rajoute. Okay. Pour la démocratisation scolaire, j'ai sélectionné la couleur verte et puis la couleur bleue pour la nuance de la démocratisation scolaire. Donc, la démocratisation scolaire, c'est la question 1 et la nuance de la démocratisation scolaire, c'est la question numéro 2. Voilà, d'accord ? Donc d'abord, on va avoir un vrai travail de sélection des données. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre d'identifier la massification scolaire? Donc, ça, c'est en rouge, hein. Donc, c'est pas la question 1, c'est pas la question 2, c'est un petit peu l'introduction de cette réflexion-là. Donc, pour identifier la massification scolaire, en fait, ce que l'on peut observer, c'est que ici, hop, on a une hausse. Voilà, magnifique trait. Donc, est-ce que je peux le mettre en rouge, ce trait? Ça serait top. Hop, on va essayer, voilà, faire ici. Hop. Ça marche bien, hein? Donc, en rouge, non. Bon, écoutez. Bon, j'arrive pas à le mettre en rouge. Les aléas du direct. Oula, pas du tout. Hop, bon, écoutez, voilà. Pourquoi pas, on va le faire comme ça. Pourquoi il me le met en gris? Cet imbécile heureux. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Donc on a un trait ici. Je vais le mettre comme ça. Bon, c'est mon trait rouge, hein. Voilà, donc on va mettre, hop, on va supprimer celui-là. Voilà. Donc c'est mon trait rouge, hein. Donc c'est pour montrer que quels que soient les enfants quelle que soit la catégorie sociale des enfants, de leurs parents, on voit que les proportions d'individus qui obtiennent le baccalauréat augmentent. C'est vrai pour les cadres, c'est en violet. C'est vrai pour les ouvriers, puis c'est vrai aussi pour l'ensemble des générations. Donc massification, hein, massification scolaire, puisque l'on passe d'environ 5% à environ 60%. Donc je vais noter ces données, hein. Massification scolaire, ensemble des générations, 5%, on passe à 65%. D'accord, donc on a une hausse de 60 points de pourcentage en ce qui concerne l'obtention du baccalauréat. Donc on est bien sûr de la massification scolaire. Il fait un petit peu froid en France, hein. Je me réchauffe. Ok. Pour mettre en évidence maintenant la démocratisation scolaire, donc je reviens sur le document. Pour mettre en évidence la démocratisation scolaire, je vais supprimer ça, voilà.
il faut que l'on montre que les inégalités ont diminué. Donc, est-ce que c'est le cas? Ben, si l'on constate, si l'on regarde la génération née avant 1929, on a un écart qui va de 1 à environ 35% hein, entre les fils d'ouvriers et les fils de cadres. Donc, on a déjà évoqué ça, hein, nés avant 1929, ok, né avant 1929. Donc on passe de 1% pour les ouvriers versus 35% pour les fils de cadre, soit une différence de fois 35, hein, c'est-à-dire que la proportion de fils de cadre ayant le baccalauréat est 35 fois plus importante que celle des fils d'ouvriers, ok, pour la génération de ceux qui sont nés avant 1929. Maintenant, si je regarde la génération de ceux qui sont nés entre 1979 et 1982, donc on est une cinquantaine d'années plus tard, hein, la proportion des fils d'ouvriers qui obtiennent le baccalauréat est d'environ 48%, d'accord, donc elle a augmenté, contre 91%, 92% pour les enfants de cadre. Et donc là, on n'est pas à x35, mais on est plutôt à x1,8 environ. D'accord. Donc, les inégalités entre ces générations ont diminué. Okay, voilà, les inégalités entre ces générations ont diminué, ce qui atteste bien de la démocratisation scolaire. Donc, massification s'accompagne de démocratisation. Cela dit, on va pouvoir nuancer ce constat avec le même document, mais en utilisant les données de manière différente. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça va nous permettre de voir qu'en fait, selon comment on utilise des données, on va pouvoir avoir une conclusion ou une conclusion un petit peu différente, un petit peu nuancée. Comment on peut nuancer la démocratisation scolaire? Alors, démocratisation scolaire, si on suit l'étymologie, on est sur un processus, hein, zation, démocratisation. Ce processus nous oblige à mettre en évidence une diminution des inégalités. D'accord? Mais lorsque l'on parle de manière courante de démocratisation scolaire, on fait aussi référence non pas à un processus, mais à un état. Un état dans lequel l'égalité des chances est effective, c'est-à-dire qu'il y a égalité des chances. Alors la question que je vous pose et que je me pose et que je finalement nous pose, c'est est-ce que pour la génération de ceux qui sont nés entre 1979 et 1982, il y a égalité des chances? Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut sélectionner comme données? Il faut comparer les ouvriers et les cadres. Et on montre qu'environ, que ceux qui sont nés entre 1979 et 82, les enfants d'ouvriers ont 2 fois moins de chances, par chance j'entends probabilité, hein, probabilité statistique, 2 fois moins de chances d'obtenir le baccalauréat que les enfants de cadre. Conclusion, il n'y a pas égalité des chances. Il y a de plus en plus égalité des chances, mais il n'y a toujours pas d'égalité des chances. Donc je vais pouvoir utiliser les mêmes données, celles qui sont ici, nées entre 1979 et 1982, sauf que je vais les utiliser cette fois-ci en bleu. Ok, pour montrer que les enfants d'ouvriers nés entre 1979 et 1982 ont environ 2 fois moins de probabilité d'obtenir le bac que les enfants de cadres de la même génération. Vous ignorez à quel point j'ai écrit rapidement. Hop, je vais sauter quelques lignes. Voilà, comme ça vous l'avez ici. Les enfants donc d'ouvriers nés entre 1979 et 1980 ont environ 2 fois moins de probabilité statistique d'obtenir le bac que les enfants de cadres de la même génération. Donc conclusion, ça nuance l'égalité des chances. Il y a égalité des chances, mais il y a de moins en moins d'égalité. Il y a de plus en plus d'égalité des chances, mais l'égalité des chances n'est pas aboutie. D'accord? On n'est pas dans une situation où on peut dire réellement
qu'il y a une égalisation, une égalité une égalité des chances d'atteindre une position sociale particulière. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce document statistique, donc, qui rend compte de massification scolaire, qui permet de mettre en évidence un certain processus de démocratisation, mais qui permet aussi de relativiser ce processus de démocratisation. Et c'est en ça que j'aime bien utiliser ce document, parce que on peut vraiment y travailler de manière approfondie pour mettre en évidence des réalités statistiques. Voilà. Bien, il nous reste à travailler sur le document 3 qui s'appelle une démocratisation ségrégative. Donc, c'est un document de texte, hein. Une démocratisation ségrégative, point d'interrogation. C'est le document de texte. Ce que je vous propose, c'est de le lire donc pendant quelques minutes et ensuite on répondra ensemble aux questions. Je vous mets ma petite musique d'ambiance. Bien. Alors, je vous propose donc de travailler sur ce texte donc de Pierre Merle. 3 questions. Pourquoi l'auteur parle-t-il de démocratisation ségrégative, donc ce qui est finalement ce qu'on pourrait appeler un oxymore, hein, comme le clair-obscur euh, ou quel oxymore connaissons-nous encore? Ou la neige chaude. Ça, c'est un vrai oxymore. Alors voilà, donc la démocratisation est ségrégative, c'est un oxymore parce qu'une démocratisation normalement ne doit pas être ségrégative, au contraire, elle doit être de moins en moins ségrégative. Donc du coup, pourquoi l'auteur parle-t-il de ça? Les différents baccalauréats permettent-ils les mêmes trajectoires scolaires dans l'enseignement supérieur? Prouvez-le avec des données, hein. Et pour quelles raisons selon vous? Voilà. Alors, pour répondre à ces questions, donc je vous propose de vous afficher le document et puis on va y répondre au fur et à mesure. Donc, la démocratisation ségrégative, hein, il en parle dans le texte. Pourquoi est-ce que la démocratisation est ségrégative? Parce que de plus en plus d'élèves ont certes accès au bac, mais pas au même bac. Et en fait, il l'exprime dans le texte des données qui permettent de montrer que les individus, selon leur milieu social d'origine, n'ont pas accès au même bac. Alors, il faut aller au fond de la deuxième colonne pour obtenir des données. D'accord? Deuxième colonne, je n'ai pas numéroté le texte, hein, mais si vous numérotez le texte, vous remplacez par le numéro des lignes. Deuxième colonne, dans laquelle il dit, en gros, 67,8% des élèves de terminale scientifique sont de milieux d'origine aisée
et 69% d'origine populaire pour les secondes. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit les 2 tiers des élèves de terminale S proviennent de milieux aisés. Alors, il dit aisé ou moyen, si je ne me trompe pas. Hein. Aisé et moyenne, voilà. Le milieu aisé et moyen, donc classe moyenne. OK. Et 2 tiers des élèves de terminale professionnelle proviennent de milieux populaires. OK, donc là, c'est factuel, hein, d'accord? C'est factuel. Ça montre que les élèves ont tous, de plus en plus accès au bac, mais pas au même bac en fonction de leur milieu d'origine. Voilà, les classes populaires plutôt dans les baccalauréats professionnels et les classes supérieures et moyennes plutôt dans les baccalauréats général et notamment le baccalauréat scientifique, quand il existait encore, puisqu'il existait encore jusque l'année dernière. D'accord? Donc, certes, baisse des inégalités, certes, accès croissant baccalauréat, d'accord, mais pas au même baccalauréat, d'accord. Et ça va être important parce que on va voir que les bacs n'ont pas les mêmes, ne donnent pas les mêmes chances de trajectoire sociale. Ça, c'est la question 2, d'accord. Or, les différents bacs ne donnent pas les mêmes chances, ne donnent pas les mêmes trajectoires sociales. D'accord? Entre parenthèses, c'est la question 2. Voilà. Donc, une démocratisation qui, a priori, apparaît comme étant ségrégative. Les terminales scientifiques et professionnelles ont un recrutement quasiment inversé. 67,8% d'élèves d'origine aisée et moyenne dans les premières, 69% d'origine populaire dans les secondes. Ce développement particulier de l'accès au baccalauréat est à l'origine de la notion de démocratisation ségrégative. D'accord? Voilà pour la première question. Alors, question 2, justement, est-ce que les différents bacs permettent d'avoir les mêmes trajectoires? Les différents baccalauréats permettent-ils les mêmes trajectoires scolaires dans l'enseignement supérieur? Ben, la réponse c'est non. Hein. Il y a des trajectoires différentes selon le type de bac. OK. Donc, on le voit ici dans la première colonne. OK, pour répondre à cette question, il faut aller voir dans la première colonne. Vous remarquez d'ailleurs que les questions ne sont pas forcément dans l'ordre par rapport au texte, hein, ce qui vous oblige à aller chercher l'information. D'accord? Donc, dans la première colonne, on nous dit quoi, par exemple? On va sélectionner une donnée. Hein. Par exemple, 8% des bacs pro, 8% des bacs pro accèdent à l'université. Contre combien pour cent des bacs S? Contre 71,8% des bacs S. Des bacs S, du feu bac S. OK? Donc, ça prouve bien, en tout cas, ça illustre bien le fait que selon le bac que l'on a, on va avoir des trajectoires différentes dans l'enseignement des trajectoires différentes dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, selon le type de bac. Voilà. Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison ces filières sont-elles, ne donnent pas accès à des trajectoires similaires dans l'enseignement supérieur? Ben, pour répondre à cette question, il faut que l'on réfléchisse à savoir à quoi servent ces différents bacs. Quand on parle de bac professionnel, vous avez vu que dans le professionnel, il y a dans le bac professionnel, il y a l'expression, le mot professionnel. Okay. Le mot professionnel, il fait référence à quoi? Il fait référence au marché du travail. Le bac professionnel, il a été créé, je dis bac pro, hein, mais ok, dans vos copies, vous ne mettez pas bac pro, hein, vous mettez bac professionnel, a été créé dans le but de donner un diplôme professionnalisant, j'ai bien un accent trop là, professionnalisant à des élèves, et en moins,
à des élèves qui souhaitent s'insérer rapidement sur le marché du travail. OK? Donc en fait, il a été créé pour que l'individu puisse entrer sur le marché du travail avec son bac. D'accord? Il n'a pas forcément été créé pour que l'individu poursuive des études supérieures. OK? Donc les individus doivent pouvoir s'insérer sur le marché du travail avec leur bac. Poursuite d'études, je ne vais pas dire inutile, mais non nécessaire. OK? Au contraire, le baccalauréat général, le baccalauréat général ne donne que de faibles perspectives d'insertion sur le marché du travail. Trouver un travail avec un baccalauréat général, c'est possible, mais on n'est pas professionnalisé, on n'est pas spécialisé, on n'a pas un domaine de compétences précis, et donc le bac général est plutôt créé pour accéder aux études supérieures. D'accord? Ne donne pas un accès direct au marché du travail. OK? Il est davantage une porte vers l'enseignement supérieur. Et donc, ce sont des bacs qui ont des philosophies différentes, si vous voulez. Ce sont des bacs qui n'ont pas les mêmes philosophies pour les élèves. Les élèves, dans le premier cas, dans le bac pro, doivent plutôt s'insérer sur le marché du travail assez rapidement. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'études supérieures avec un bac pro. Hein. On peut intégrer des BTS, on peut intégrer, comme vous voyez, des universités, notamment des licences professionnelles. Mais en général, les élèves de bac pro vont plutôt vers une insertion rapide sur le marché du travail. Alors que les élèves de filière générale, en général, n'arrêtent pas leurs études avec leur bac général. Le but d'avoir un bac général, c'est de poursuivre ses études vers des études supérieures. Ok. Donc, en fait, on est dans une espèce de paradoxe qui est que effectivement, de plus en plus, donc c'est la conclusion du document, hein, de plus en plus d'élèves, effectivement, ont accès au baccalauréat, accès croissant au baccalauréat. Donc, ce qui pourrait nous donner envie de dire, OK, démocratisation, accès croissant au baccalauréat, OK, au moins massification. Mais accès ségrégatif, d'accord, confère la question 1, d'accord, qui montre que les individus ont accès au baccalauréat, mais pas au même niveau d'études, pas au même type de baccalauréat. Et donc, du coup, en termes de perspective d'études supérieures, on est sur une démocratisation qui est ségrégative, statistiquement. Hein, d'accord? Donc, voilà. Voilà pour ce document-là. Si on fait un peu le bilan de la séance. Alors, bilan de la séance. J'aurais pu appeler ça conclusion, mais vu que je viens de parler déjà de conclusion, j'ai pas envie de vous perdre. Je sais que je peux vous perdre facilement. Donc, du coup, je vous maintiens avec moi. Bilan de la séance, en fait, bilan de la fiche plutôt même, hein, puisqu'on parle de fiche. OK. Alors, bilan de la fiche. On a dit quoi? On a dit plusieurs idées. Idée numéro 1, depuis les années 60, le système éducatif s'est massifié. Okay. Il s'est également en partie démocratisé. Mais les inégalités demeurent importantes, ce qui nuance le phénomène de la démocratisation, de la socialisation, le phénomène de la démocratisation.
Et enfin, qu'a-t-on appris dans cette fiche? Pour identifier ces phénomènes, on a besoin d'un certain nombre d'indicateurs. Okay. Alors, quels sont-ils ces indicateurs? Si bon, je peux reprendre les intitulés du programme officiel. Hein. Taux de scolarisation, taux de scolarisation, taux d'accès à un diplôme, ok, proportion d'élèves ayant le bac ou un autre diplôme. On a vu aussi nombre d'élèves dans l'enseignement supérieur, etc. Voilà, donc une science qui est aussi basée sur l'idée de la mesure, hein, l'indicateur, la mesure d'un phénomène. Donc l'indicateur, le phénomène que l'on souhaite mesurer, c'est la massification ou la démocratisation, et les indicateurs que l'on doit utiliser, ce sont les suivants. On ne peut pas en utiliser qu'un seul, il faut qu'on utilise des indicateurs de manière complémentaire. Ok. Voilà, je vous laisse une petite minute pour, euh, pour noter cette conclusion avec notre petite musique de relaxation. Voilà, je vous suggère de mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas tout à fait terminé maintenant, puisque voilà, on va arrêter le partage. Donc, on a presque terminé cette fiche 2. Jeudi matin, on fera la partie 3 ensemble. Cette fois-ci, vous n'allez pas la faire, enfin, on fera la partie 3 en classe, je veux dire, vous n'allez pas la faire à la maison, vous allez la faire en classe. Et jeudi après-midi, sur l'heure de l'après-midi, on commencera la fiche 3 en espérant que je puisse la terminer en présentiel dès la semaine prochaine. Je n'ai pas encore l'information de savoir si je peux ou si je ne peux pas, si je ne peux ou si je ne peux pas voler. Fly me to the moon. Et donc, je vous rappelle que ce soir, Toulouse joue un match hyper important pour la suite de la saison. Donc j'espère que vous serez des fervents supporters de notre équipe préférée. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À plus tard.